Salut, moi c'est Justine. Et moi, c'est Christine. Et vous écoutez Crime glacé. Bonjour! Allô tout le monde! Ça va-tu bien? Ben oui, moi ça va bien. Et toi, Cricri? Ça va. Ça va fatiguer aujourd'hui, la gang. Je sais pas si vous allez le sentir dans Oui, on est quand même... dans nos voix. C'est matinal comme Oui. session d'enregistrement. Oui. Je me suis réveillée avec un... Écoute, anecdote de vie. Avec un genre de nerf détiré. Je sais même pas comment on dit ça. Dans l'œil. Ouais. Je sais pas comment qu'on dit ça. C'est vraiment un nerf? Je sais pas, c'est une bonne question, là. Bref, si vous commentez, appelez le 911, il va être trop tard parce que là, l'épisode va être pour... En tout cas, whatever. Mais bref, j'ai mal, j'ai de la misère à ouvrir mes yeux. Fait que là, c'est moi qui lis mon texte ce matin. Fait que bonne chance à moi. Elle va finir par elle va parler les yeux fermés. Elle va le savoir par cœur. Oui, c'est ça. Vraiment. Mais ouais, fait que quoi de neuf? Quoi de neuf, Colin? Comment qu'on commence ça? Ben on peut commencer par les shout-outs. Oui, c'est vrai. On T'es-tu arrive à la... d'accord? Ben oui, vraiment. Ben oui, on peut commencer direct. Et On arrive à la fin. Donc oui, on peut se lancer direct avec ça. J'en ai deux. On a Camille qui dit « Shout-out à mon beau-frère Alex, à qui j'ai fait découvrir le true crime et maintenant il est accro. Il binge votre podcast en quelques jours. Bon, ça traumatise légèrement ses collègues, mais maintenant, eux aussi, ils vous écoutent. » Oh! Ça traumatise ses collègues. Ouais, ben c'est ça, le true crime, autant des fois, ça rend les gens inconfortables ou ça trouble, on est fasciné en même temps. Ouais, il y a vraiment deux côtés. Mm-hmm. On est comme un petit club bizarre, genre. Oui, vraiment. De weirdo. On est des weirdos. Donc, salut à toi, Camille, et coucou à ton beau-frère Alex et tous ses collègues. Oui, on salue tous ses collègues si vous nous entendez de loin, là. Le deuxième est de Chloé. Elle dit « Salut les filles, mes fistons et moi adorons votre podcast. Mais Coco, on dit c'est 13 ans. » Mes fistons! Mais là! Et quand on fait de la route, ils me demandent toujours d'écouter votre podcast. J'aimerais beaucoup leur faire un shout-out à mes cocos, Ellie et Ethan. J'ai trop hâte de leur visage si vous les nommez durant un des épisodes. Ils vont capoter. On vous aime beaucoup. Lâchez pas le crime glacé, les filles. Merci, Chloé. Merci beaucoup. Salut à tes deux petits fistons. Oui, salut les garçons. Merci de nous écouter. C'est trop cute. Et voilà. C'est le dernier shout-out, il me fait juste me dire en ce moment, écoutez peut-être pas l'épisode d'aujourd'hui, la gueule. Fais pause après. Oui, c'est ça. On dirait que ça m'a comme rappelé qu'il y avait des enfants qui nous écoutaient. Là. Mais écoute, salut les garçons. On est full contente que vous nous écoutez, mais peut-être qu'il faut passer celui-là. Ah là là. Thank you, Juju, pour les shout-outs. Là, ça fait plaisir. J'ai une petite saveur du jour aujourd'hui, bien spéciale. Oui, moi, je la sais. Oui, c'est ça. Différente, puis ça rentre un peu dans les shout-outs. Mais la saveur que j'ai décidé de prendre aujourd'hui, c'est inspiré d'une abonnée pendant le spectacle à Tétroville, qui était insane, by the way. Les gens étaient tellement cool. Ouais. Pendant le spectacle à Tétroville, il y a une abonnée qui est venue nous voir pour nous donner un petit cadeau. Oui, genre, avec une carte. C'était tellement touchant. Là. Merci, Laurence. C'est ça. Donc, shout-out Laurence. Puis là, je vais vous dévoiler son cadeau. C'était tellement une bonne idée. Elle nous a acheté des genres de sandwich à la crème glacée, mais lyophilisés. Donc, freeze dry. Je sais pas comment dire ça. Ben, il était tout séché, là. Sec. Fait que ça fondait pas, là. Pas frette, là. Pas glacé pantoute, mais ça goûte la même calice d'affaires. Oui. Genre, tu fermes les yeux, tu mets ça dans le congélateur, là, au pire, là, pour avoir la sensation. C'est la même affaire. Même que j'ai trouvé ça meilleur parce qu'une sandwich à crème glacée, la texture, c'est un peu de la giblotte assez rapidement dès que ça commence à fondre. Mais là, c'était croustillant, là. Tu sais, un bon crunch ASMR, genre, ça faisait ça, c'était bon. C'est genre les meilleurs biscuits. Moi, j'ai englouti le sac en une soirée. Je sais que c'était peut-être pas supposé être digéré de la sorte. Là. Mais oui, c'était trop bon. Je suis tombée dedans. Là. Mais merci, Laurence. Fait que c'est ma saveur du jour. Des sandwichs à la crème glacée lyophilisés. Saviez-vous que ça existait, la Moi, je savais pas. En tout cas, grâce à Laurence, on le sait. Fait que allez vous acheter ça. C'est fucking dans la gueule. J'ai aucune idée où c'est que ça se trouve. Mais très bon. Très bon.
Donc voilà. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire avant que je me lance dans cet terrible épisode? Non, mais j'appréhende beaucoup parce que tu m'as comme fait comprendre que ça allait être un épisode avec des trigger warnings, mettons. Oui, genre, mettons que ma première page au complet, c'est un traumavertissement. Oh là! Ouais. Mais, regarde, c'est la vie. Je vous explique tout ça dans 2 secondes, là. Mais avant que je me lance dans mon traumavertissement, juste pour toi, Juju, et là, personne va comprendre, là, vous... Tu sais, là, un moment donné, là, ensemble, on était dans un char, dans mon char. Et là, mon char a arrêté de fonctionner. Oui. Et là, j'ai dû faire du skateboard avec mon char, c'est-à-dire courir, pousser et jumper dedans pour le partir, comme Little Miss Sunshine. Oui, je m'en rappelle très bien. Il y avait un camionneur en arrière de nous qui nous applaudissait. Est-ce que c'était random et dangereux? Mais cette journée-là, on écoutait un épisode ensemble. Je sais pas si tu te rappelles que, il me semble que c'était Victoria Charlton qui l'a fait il y a de cela plusieurs années. Oui, c'était Victoria Charlton, je me rappelle très bien. Eh bien, sans le dire à nos auditeurs tout de suite, j'ai décidé de replonger dans ce cas-là. Parce que c'est un des cas qui m'avait... Parce qu'avant de tout découvrir les podcasts québécois de True Crime, là, genre j'écoutais vraiment beaucoup Victoria Charlton. C'était la seule et unique que j'écoutais. Oui, c'est la reine. Ouais, je pense qu'il y avait juste elle aussi au début. Là. Puis, il y a certains cas qu'elle avait faits qui m'avaient resté dans la tête, probablement les plus déconcrissants, là. Mais, tu sais, Ross McKamey, c'est comme ça que je l'avais connue, parce qu'elle avait fait un petit épisode là-dessus. Puis là, j'avais Deep dive. Plonger profond. Ouais. Non, on s'est fait dire qu'on utilisait trop d'anglicismes. Là, je vais tous les traduire maintenant. Ouais, j'avais décidé de creuser en profondeur dans le cas. Mais là, c'est ça. Bref, il y en avait quelques-uns comme ça. Puis là, il y en a un que je m'étais mis dans ma liste depuis longtemps que je voulais, genre, replonger dedans parce qu'il y avait comme pas assez... C'était pas assez. Je voulais juste comme essayer d'en savoir plus. Il y avait pas assez d'informations dans ma tête pour que je sois comme, OK, cet épisode-là, tout le monde le connaît, genre. Parce que je pense pas qu'il y a d'autres mondes qui l'ont couvert. En fait, j'ai pas trouvé personne d'autre qui l'a couvert. Fait que voilà. Donc, tout ça pour dire que avant de me lancer dans le cas que j'ai décidé de vous parler aujourd'hui, je dois vous faire un sincère traumavertissement. Je me suis longuement posé la question à savoir si c'était une bonne idée de faire ce cas-là avant d'en arriver à la conclusion que oui, j'allais le faire. Mais tu sais, vous nous connaissez, là, je pense que ça va bientôt faire 2 ans qu'on fait ça, puis vous savez que notre but, c'est pas de choquer pour choquer, là. Puis qu'on essaie toujours d'être le plus respectueux possible envers les victimes. Puis il y a aussi comme une partie de moi qui trouve ça vraiment important de pouvoir parler de tout sur notre podcast. Tu sais, on parle de true crime, tout le monde sait déjà que c'est un sujet très chaud. Mais je trouve ça important de parler de tout parce que c'est en faisant ça qu'on enlève un peu des tabous puis qu'on peut potentiellement aider quelqu'un à se sortir d'une situation. Tu sais, si il y a de plus en plus de gens qui nous écoutent puis qui sont pas nécessairement au courant de certaines situations qui arrivent dans le monde. Ça reste des réalités, là. Ouais, ça existe. c'est ça. Puis je trouve qu'avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, c'est important genre qu'on ait conscience des horreurs qu'il y a autour de nous, qu'on soit pas ignorant à tout ça, qu'on garde les yeux bien ouverts. Faire un petit shout-out à Victoria. Et c'est ça, qu'on soit attentif à ce qui se passe autour de nous, à nous, nos propres situations, mais aussi nos proches. Donc, pour mon cas d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qu'on n'a pas encore abordé sur notre podcast jusqu'à maintenant, du moins pas de façon aussi explicite. Cet épisode, et le trigger warning, traitera d'inceste, s'étalant sur plusieurs générations, d'agressions sexuelles, entre autres sur des personnes mineures, de négligence, de maltraitance d'enfants et aussi de maltraitance sur des animaux. Ouais. Donc, je suis consciente qu'avec cette grande phrase, j'en ai peut-être perdu quelques-uns. Là, j'ai ri de nervosité. Là. Mais bref, vous allez peut-être être plusieurs à vouloir skipper mon épisode de cette semaine. Je ne vous en voudrais pas si c'est le cas. Mon but n'est pas de vous traumatiser de toute façon. Donc, si c'est votre cas, ben prenez soin de vous. Je vous aime. Gros bisous. Et à la semaine prochaine. C'est un peu comme quand j'avais fait le traumavertissement avec James Bulger. Tu sais, si c'est pas un sujet qui vous... tous nos sujets sont délicats, là, on va se le dire, mais on dirait que dès qu'on va dans des enfants, des traumas vraiment de jeunesse, puis qu'on reste dans les traumas, je sais que ça peut être difficile, fait que si jamais vous voulez skip, il n'y a pas de problème. Par contre, pour ceux qui veulent se lancer dans ce lourd sujet avec nous,
Soyez sans crainte que je vous avertirai si un passage plus détaillé, plus graphique approche. Je vais essayer de toujours vous le dire avant de me lancer dans des mots qui n'ont pas de bon sens. Bonne idée. Je vais essayer aussi d'éviter de tomber dans le sensationnalisme le plus possible et de m'en tenir aux faits, comme il s'agit d'une histoire vraiment délicate. Puis, je vais également laisser des ressources disponibles dans la description de l'épisode. Super. Aujourd'hui, comme vous avez pu le lire dans le titre de mon épisode, je vous parle de la plus grande famille incestueuse d'Australie, qui, dans le but de protéger leur vraie identité, a été nommée par les autorités locales la famille Colt, parfois appelée le clan Colt. Mm-hmm. Donc, je sais que tu connais un peu, mais peut-être que c'est loin dans ta tête parce que ça fait plusieurs années, là, mais... Non, ben, tu m'as longtemps parlé de... Je recommence ma phrase. Tu m'as longtemps parlé de cette histoire-là quand, tu sais, on le dit souvent, là, avant qu'on lance notre podcast, nous, on se faisait juste se raconter des épisodes qu'on avait écoutés ailleurs. Puis je me rappelle que tu m'avais un peu parlé de cette histoire-là. Mm-hmm. On l'a écouté dans l'auto, l'épisode je sais même que pas si on Victoria l'avait a fait. fini, genre. Je pense pas qu'on l'avait terminé parce qu'on était interrompu par une panne. Et je suis allée écouter plus de documentation là-dessus par après parce que ça m'avait complètement choquée. Ouais. Fait que disons que OK. je sais un peu à quoi m'attendre, mais ça reste loin, là. C'était il y a 1 an et demi environ, là. OK. Mais oui, je m'attendais à ce que tu couvres cette histoire-là un jour. Ouais. Puis je veux juste vous dire aussi que tous les prénoms, là, tu sais, comme la Colt Family, tous les prénoms que je vais nommer dans cet épisode, ils ont d'ailleurs aussi été inventés. Tout ça pour leur protection. Donc, il n'y a rien... Tu sais, Colt n'est pas le vrai nom et aucun prénom que je vais nommer non plus. Donc, voilà. Parfait. Commençons. Allons-y. Commençons. Donc, ce qui fait que cette histoire est connue aujourd'hui et que, heureusement, cette famille a été mise au centre d'une enquête policière part premièrement d'une rumeur dans une cour d'école primaire. Des petits blablatages d'enfants lors des récréations, du bouche à oreille qui s'installe tranquillement dans les classes de cette école primaire de Boorowa, un petit village agricole dans les collines de la Nouvelle-Galles du Sud, un État situé sur la côte est de l'Australie. Pour vous retrouver un peu sur la map, ce petit village est situé à environ 3h30 de route de Sydney, que tout le monde sait à peu près c'est où Sydney. En tout cas, bref, c'est... une histoire qui sonnait un peu trop invraisemblable pour y croire, qui semblait vraiment sortir tout droit d'une imagination un peu trop bouillonnante d'un petit garçon qui voulait probablement juste se montrer intéressant envers ses petits camarades d'école. Classique. Il y en a tout le temps un dans une classe qui aime raconter des histoires. Mm-hmm. Je vous dis la rumeur en question. Au fond de la cour de récréation, dans le petit boisé qui entoure l'école, genre qui délimite le terrain de l'école, une petite fille se cache derrière les buissons. Elle ne va pas à l'école, elle. Bizarre. Elle est sale, elle a de la difficulté à parler comme il faut, mais surtout, elle a un gros ventre. Elle dit être enceinte de son frère, avec qui elle vit dans la forêt beaucoup plus loin. Elle dit que sa petite sœur aussi est enceinte, mais que pour elle, on ne sait pas trop si c'est d'un de leurs frères, père, grand-père, cousin, oncle. On le sait plus. Et là là. Le garçon qui avait pu discuter avec la jeune fille disait la voir de temps en temps à la récréation. Il avait beau en parler avec ses camarades d'école, soit certains riaient en mode « OK, lui, il dit vraiment n'importe quoi », soit certains étaient juste super mal à l'aise puis n'osaient juste pas y croire. Une chose certaine, ça va prendre quelques temps pour que la petite fille enceinte dans les bois de l'école, la rumeur complètement problématique, arrive aux oreilles d'un adulte responsable, d'un professeur. Puis surtout, ça va prendre quelques temps avant qu'il ou elle prenne la situation au sérieux, tu sais. Ouais, mais c'est pas comme j'ai vu un monstre à 3 têtes là, dans le cours d'école. Là, c'est... Pour ce jeune âge-là, tu sais, t'entends pas ça à télé. Là. Ouais. C'est drôle d'inventer une histoire autant troublante. Là. En effet. Fait que, tu sais, mais comme ça sort de la bouche d'un enfant, ben là, tu sais, la professeure a peut-être eu quelques réflexes, elle entend ça, les rumeurs, blablabla. Tu sais, une petite fille de votre âge dans les bois de l'école qui est enceinte, tu sais. Mm-hmm. Genre, permets-moi d'en douter. Sauf que, comme tu dis, on parle pas d'un monstre à 3 têtes. Donc, à ta peu, là. Genre, si le petit garçon, il disait la vérité, mettons. Ouais. Faut que quelqu'un le croie.
C'est vers le milieu de l'année 2012, plus précisément le 6 juin 2012, un peu avant la fin de l'année scolaire, que les autorités seront finalement contactées par un adulte responsable après les dires de ses élèves d'une rumeur qui circule dans sa classe depuis quelque temps. Ce qui m'a énormément choquée à ce point-ci de l'histoire, c'est qu'au moment de l'appel avec les autorités cette journée-là, ceux-ci ont immédiatement contacté des membres du département des services d'aide à la famille et à la communauté, qu'on appelle le FACS, le FACS, qui est comme un peu la DPJ, mais qu'on appelle là-bas. Bref, des travailleurs sociaux. Et ces derniers connaissaient l'existence de la famille Colt depuis le début de l'année 2010. Puis là, On est en 2012, en juin. Donc, on parle d'1 an et demi plus tard. La professeure appelle, puis ils connaissent déjà l'existence de cette famille. Donc, elle pense dire une rumeur qu'elle a entendue à l'école. Oui, madame, inquiétez-vous pas, on connaît déjà la famille qui habite dans le bois derrière votre école. What? OK, c'est pas très rassurant. En fait, entre février 2010 et juin 2012, il y avait eu 7 signalements de risques de préjudice graves liés à de la négligence infantile. Entre autres, absentéisme scolaire de certains enfants, mauvaise hygiène et manque de soins médicaux. Certains des 2000 habitants de Boorowa, qui n'est pas très nombreux, avaient aperçu des membres de cette famille, dite bizarre, étrange, lorsqu'ils se rendaient en ville pour faire des provisions, d'où venaient sûrement certains des signalements. Mais malgré tout, rien de très clair n'avait été fait au fil du temps et personne ne connaissait encore l'ampleur de leur situation. Ou si certains en avaient été témoins, ils avaient préféré l'ignorer. Quand même beaucoup, 7 plaintes, 7 signalements de négligence pour que rien se passe. T'sais. L'horreur qui existait dans le fin fond des bois de ce petit village sera bientôt mise au grand jour et laissez-moi vous dire que ces gens en seront marqués pour le restant de leur vie. Revenons donc au 6 juin 2012, l'appel. On parle d'abord d'enfants qui feraient probablement l'école buissonnière, en fait. C'est ça qu'elle dit, tu sais. Qui fuyaient dans les bois au lieu d'aller à l'école. On répond au professeur en question qui a fait l'appel. Oui, c'est bon, on connaît cette famille, on va s'en occuper. Un 8e signalement. Mais allez-vous vous en occuper si ça fait 8 signalements, là? Dans le mois qui va suivre, on se déplace enfin. Et pour l'instant, on parle cependant d'un simple entre gros guillemets, là, contrôle de bien-être. On parle d'abord de trouver l'endroit en question. Celui-ci se trouve quand même à 32 km du village, bien enfoui dans les bois, où l'on peut seulement se rendre par des petits chemins de terre puis de garnottes. Hey, c'est creepy. Donc, il faut commencer par le trouver, le lieu. Des travailleurs sociaux arrivent sur les lieux une première fois, accompagnés d'1 ou 2 agents de police. Ils sont là pour inspecter la ferme familiale, ou plutôt le campement, ou même le dépotoir, devrais-je dire. Ça va pas prendre 2 secondes que ces derniers vont signaler que le terrain des Colts est très sale et surtout très dangereux pour des enfants. Sur place, et là, je vais vous décrire des choses terribles, donc petit trigger warning. Sur place, 2 tentes déchirées, 2 caravanes en très piteux état et un genre de garage en aluminium, habitant une 40aine de personnes, dont la majorité sont des enfants. 40. Il n'y avait clairement pas de lit pour tout le monde et d'ailleurs, un kangourou dormait sur l'un des lits des enfants. What? OK, on est en Australie. On est en Australie. Le sol était couvert de boue, de saleté, de mégots de cigarettes et d'ordures. Ils ont pu rapidement constater que tous les enfants avaient une santé et une hygiène très médiocres. Ils étaient maigres, leurs vêtements étaient sales, leurs dents semblaient pourrites. Certains avaient de la difficulté à marcher ou à parler clairement. Ils étaient pour la plupart incapables d'établir un contact visuel avec les intervenants. Certains avaient un visage difforme, qui nous pousse à croire à de la potentielle consanguinité, et on décrit les enfants comme ayant l'air jeunes, mais avec des traits de visage beaucoup plus vieux que leur âge. Les lits avaient l'air souillés, la cuisine de type camping était insalubre, remplie de nourriture moisie.
L'inspecteur de police Stephen Radford décrira plus tard avoir senti une odeur d'urine et d'excréments dans les chambres et dans la pièce centrale et précisera qu'il n'y avait ni douche ni toilette sur les lieux. Certains dormaient juste à côté de seaux d'excréments et d'urine, pour vous donner une idée. Ils étaient tous complètement isolés du monde extérieur, n'avaient ni eau potable ni électricité. La policière qui accompagnait Stephen Radford cette journée-là dira plus tard à ses collègues qu'elle ne pourra jamais s'en remettre de ce qu'elle a vu cette journée-là, en parlant de l'image qu'elle a eue de la famille. C'est sûr, là. J'ai juste des images dans ma tête inventées, mettons, là, suite à tes descriptions, puis ça me lève le cœur, là, puis ça me brise le cœur en même temps. Oui. Vous irez voir si jamais ça vous intrigue. Je mettrai des photos sur les réseaux sociaux, mais bien sûr, je ne vais pas mettre des photos de personnes. Il y avait vraiment beaucoup de photos d'eux sur les internets, mais toutes les photos ont des visages brouillés, là, je tiens à le dire. On peut reconnaître personne là, dans toutes les photos, mais je ne vais pas les mettre sur les réseaux sociaux juste pour qu'on voit comme leur corps. Là. Fait que ça va surtout être des photos des lieux, des photos, en tout cas, autour de l'histoire. Ouais. Là. Fait que si jamais ça vous intéresse, je vais mettre les photos des tentes. De l'état là, des lieux, on en a. Oui, puis c'est suffisant pour s'imaginer. Là. Ouais. Après cette première intervention, les adultes Colt seront fortement invités à réparer les fils électriques ouverts qui sortaient d'un peu partout, les fenêtres cassées et les poêles défectueux. J'ai trouvé ça vraiment choquant de lire ça en passant. Fortement invités à. Il me semble que c'est le moins pire de tout ça, là, qu'il y ait des poils défectueux. Ben, en fait, c'est que sûrement que les policiers puis les services sociaux étaient tellement overwhelmed par cette situation puis ils n'étaient pas bien équipés à leur première visite, mettons. Oui, ils s'en vont pas faire une arrestation. Là. Non. Donc, probablement qu'ils ont tellement été sous le choc qu'ils ont commencé par essayer de parler aux adultes. Puis genre, comment qu'on gère cette situation-là? Ils savent pas encore l'ampleur des dégâts, mais ils voient des choses. Fait que leur premier réflexe, ça a été d'avertir les adultes, OK, là, genre, on va essayer de diminuer le plus de risques possible pour les enfants. Là. Ça n'a pas de bon sens qu'il y ait des fils électriques ouverts un peu partout. Qu'il y ait une fuite de gaz là pour votre petit poêle à propane de camping. Tu sais, des affaires de même. Le lendemain, les travailleurs sociaux reviendraient d'ailleurs avec 2 toilettes et une douche de camping. Les 3 dans des genres de petites tentes qu'ils vont placer à l'extérieur à côté du garage. Ils vont également aider, genre à être une petite équipe, à faire un genre de nettoyage complet de la propriété. Mais pour le reste, stand-by. Genre, personne ne sait comment gérer la situation. Oh my God. Moi, dans ma tête, ça serait évident, mais tu sais, je ne suis pas dans leur peine. Oui, puis ils sont un petit village, ils n'ont peut-être pas les ressources. Là, ils ne peuvent pas juste prendre 40 enfants, ils mettent tout. Ouais. Exact. C'est seulement le 18 juillet 2012, presque un mois plus tard, que certains témoins, des agriculteurs, des habitants du petit village, vont voir passer un gros convoi de policiers en 4x4, un bus de police et une ambulance se rendre vers la forêt où était situé le campement des Colts. Hey, mais un mois, c'est long, là. Un mois, c'est long, et 18 mois après le premier signalement qu'il y a eu de la famille au fax, la DPJ de là-bas, là. OK, 18 mois après l'appel? Ben, le premier appel, tu sais, quand je t'avais dit qu'il y avait 7 signalements, là, en 2010. Oui. Fait que depuis le premier signalement de genre, soit les élèves manquent de l'école, on les a vus en ville, sont vraiment, vraiment sales, ils ont l'air en piteux état, / handicapés, / c'est pas clair. Depuis ce moment-là, là, 18 mois s'est passé. C'est quand même intense. Après avoir vu la gravité de la situation, tenter d'améliorer les choses, les autorités se rendent finalement aux faits. Les enfants sont en danger et il faut les sortir de là maintenant. Oui, là, maintenant, c'était il y a 18 mois, là, ou au moins il y a un mois. Là. Ouais, je suis d'accord. Je veux dire, entre le mois où ils ont placé genre des toilettes chimiques sur leur campement et là qui arrive, il y aurait pu avoir des morts. Là. Ouais. Oh my God. On parle ici d'une communauté de 38 personnes, pour être exact, vivant dans des conditions extrêmement inhumaines. Ce sont les enfants eux-mêmes qui ont aidé à révéler l'ampleur de ce qui se passait là-bas. Lorsqu'ils ont commencé à être interrogés par les policiers et les travailleurs sociaux, plusieurs ont décrit des situations et des expériences qui dépassaient la simple négligence.
Ces témoignages, combinés à des constats clairs, nets et précis sur leur hygiène, leur santé et leur développement, ont finalement convaincu les autorités qu'ils étaient en danger immédiat si rien n'était fait. Mais oui. C'est donc 12 enfants qui seront retirés de la famille et placés sous la garde de l'État. On parle de 12 enfants de l'âge de 5 ans à 15 ans. Au moment de leur prise en charge, la plupart étaient en grosse carence de nourriture, avaient des infections fongiques, donc des champignons, surtout aux pieds, ce qui les empêchait de marcher de façon normale, et des problèmes dentaires graves, non traités depuis probablement toujours. Plusieurs étaient incapables de parler de manière intelligible, souffraient de troubles de langage, conséquences tangibles d'une enfance passée dans un environnement isolé et privée d'accès à l'éducation et à des relations sociales normales. On parle de déficiences cognitives et de retard de développement sévères. Beaucoup étaient sourds, aveugles ou avaient un handicap mental ou physique. Dans les semaines suivant l'intervention de la police et des services sociaux, des tests ADN sur les enfants vont révéler qu'au moins 11 des 12 enfants étaient nés d'une relation incestueuse. On va parler ici de 5 générations d'inceste qui seront finalement stoppées, si on peut dire ça. Hey, mais comment ça peut durer aussi longtemps? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je comprends pas. Là. Je comprends pas. Puis de vivre dans cet état-là, d'une porcherie, genre. Mm-hmm. Puis d'être capable de vivre aussi longtemps, puis de perdurer ça, puis qu'il y a personne qui veut s'en aller, tu sais, qui réalise, genre, fuyons, cessons cet enfer. Ça leur aurait duré combien de temps s'il y avait eu personne pour aller les voir, là? Mais c'est ça, je pense que c'est un cercle sans fin. Ça aurait pu durer tout, parce que il y a genre probablement personne qui se rendait compte qu'ils vivaient dans ça, justement. Ben non, ils connaissaient rien d'autre aussi, puis ils ont des déficiences intellectuelles, tu sais. Ouais. Oh my God. Ouais. L'intervention aurait été le résultat d'une longue série de rapports, d'enquêtes et d'évaluations du bien-être des enfants. C'est ce qui expliquerait pourquoi les enfants n'auraient pas été sortis de leur milieu dès le début des plaintes en 2010. Permets-moi d'en douter, mais bon. Au départ, les policiers et les services de protection de l'enfance ont cherché à collaborer avec les adultes et à encourager des améliorations dans leurs conditions de vie pour que les enfants puissent potentiellement rester ensemble, du moins un peu plus longtemps. Mais lorsque leurs efforts auraient finalement été jugés insuffisants, c'est là qu'ils auraient agi. Honnêtement, ça me jette à terre là, d'avoir lu ça. Là. Ouais. En tout cas, je veux juste prendre un moment ici là, pour dire que, de un, on n'est pas professionnel. Je ne suis pas professionnelle. Je connais pas les conditions du métier de travailleur social, d'intervenant en protection à l'enfance, encore moins comment ça se passe en Australie. Mais surtout, j'ai aucune idée comment je réagirais dans de telles circonstances. Qu'est-ce que je pourrais faire et avec quels moyens. Donc, je veux juste mettre au clair que je ne suis pas dans le jugement et nous n'allons pas être dans le jugement tout au long de l'épisode, mais plus en mode incompréhension, confusion à cause de notre manque justement de connaissances sur le sujet. Qui est comme un sujet énormément complexe. Donc, bref, petite parenthèse ici. T'sais, on est choqués des résultats, tu sais, puis j'ai l'impression que c'est obvious. C'est ça. T'sais, le résultat est là, ça nous choque. On comprend pas pourquoi ça en est arrivé jusque-là, mais on peut pas savoir ce qui a été fait et pas fait, puis les lois par rapport aux actes qu'on peut faire pour sauver ce monde-là. Tu sais, ça, on connaît pas ça, mais on a le droit quand même d'être vraiment choqué du résultat de ce que tu racontes live. Là. 100%. C'est juste flabbergastant de voir aussi que le temps a passé puis que, voyons donc, mais comme on a préféré fermer les yeux dans le fond. En tout cas, c'est comme ça je le vois, mais c'est ça. C'est ça qu'on dirait, mais on sait pas. Ouais. Pour en revenir au 18 juillet 2012, le jour du retrait des enfants, certains adultes vont être brièvement retenus par la police, principalement pour être interrogés. À ce moment-là, dans l'enquête, les autorités se concentraient à comprendre l'étendue des dégâts. Qu'est-ce qui se passe ici, puis à quel degré les adultes sont conscients de la gravité de la situation. Comme c'était énormément d'informations à gérer en même temps, énormément d'individus impliqués, puis que l'important, c'était avant tout d'assurer la protection immédiate des enfants, personne ne sera arrêté à ce stade. Il n'y aura pas d'arrestation. Il y a trop de monde. Ils ne savent pas comment gérer ça. Cette ordonnance-là va être faite justement par la Children's Court de Nouvelle-Galles du Sud
du Sud, donc la Cour des enfants, une juridiction spécialisée dans la protection de l'enfance. Donc, c'est eux qui donnent cet ordre. Pour l'instant, on n'arrête personne. On fait juste s'occuper des enfants. OK, ouais. Les travailleurs sociaux et les psychologues / psychiatres qui s'occupent de la prise en charge des 12 enfants ont décrit les premières semaines au centre comme une étape très délicate et surtout très exigeante. Il fallait à la fois assurer leur sécurité, comme les membres plus vieux de la famille essayaient de les contacter et que personne n'était arrêté, les protéger les uns des autres, mais aussi d'eux-mêmes, leur offrir du soutien psychologique, mais aussi il fallait commencer à leur apprendre des compétences de vie qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion d'acquérir. Des compétences simples comme qu'est-ce qu'une brosse à dents, qu'est-ce que du papier de toilette, du savon, comment est-ce qu'on fait pour prendre une douche. Les enfants n'avaient jamais entendu parler de ce qu'était un supermarché. Ils mangeaient avec leurs doigts. Ils ne savaient pas c'était quoi des ustensiles. Tu sais, plein de petites affaires comme ça là, qu'ils devaient apprendre, en plus de gérer leur trauma. Plusieurs jeunes avaient un âge mental très inférieur à leur âge de vie, si on peut dire. Je te donne un exemple. Bobby, le plus vieux, âgé de 15 ans, il avait le niveau de fonctionnement d'un enfant de la maternelle. Ça fait pitié, ça va de bon sens. C'est vraiment les premières consultations psychologiques qui seront les plus difficiles pour tout le monde. Prendre le temps de leur poser des questions sur leur mode de vie, les observer agir entre eux ou avec d'autres jeunes du centre, d'autres adultes. Même que certains des jeunes ne pouvaient s'empêcher d'avoir des comportements super problématiques avec leur intervenant, genre avec le psychologue qui leur posait des questions, tu sais. Mm-hmm. Ce qui était le plus flagrant et le plus choquant de ces enfants-là, c'était à quel point ils ont été hyper sexualisés, très, très jeunes. Genre, dès qu'ils se sont fait mettre au monde. Là. C'était ça qui était le plus choquant. Et là, je vais vous faire un autre petit trigger warning. Je vais vous partager certains témoignages choquants. Mais j'irai pas trop loin dans les détails non plus. Là. Je veux pas genre faire exprès de tourner le couteau dans le plaid. Mais si c'est le moment Bref, c'est le moment si jamais vous voulez skipper la prochaine minute. C'est ça. Donc, des témoignages d'abus sexuels commencent. Plusieurs enfants admettent avoir été agressés sexuellement par plusieurs membres de leur famille. On parle du grand-père de la famille, un certain Tim, d'un oncle, un certain Charlie, des pères, des cousins, des frères. Rendu là, c'est vraiment compliqué à comprendre. Mm-hmm. On apprend rapidement à quel point c'était consanguin et ça à plusieurs niveaux. Pas de doute que plusieurs avaient des malformations et des handicaps divers. Mm-hmm. On apprend aussi l'utilisation de certains objets lors des abus, dont des bâtons de bois. Les filles étaient souvent attachées à des arbres avant de vivre les abus. Au centre, toujours, plusieurs enfants ne pouvaient s'empêcher de pratiquer la masturbation devant les autres enfants, seuls ou entre membres de la famille Colt, genre ensemble. Certains avaient des propos très déplacés pour des gens de leur âge durant les rencontres avec les intervenants. Entre autres, la petite Cindy, la plus jeune, âgée de 5 ans, aurait été surprise en train de se masturber en public par une éducatrice. Elle a 5 ans, là, puis elle savait très bien ce qu'elle faisait. Elle aurait également tenté de faire des avances à son psychologue, essayant même de l'embrasser sur la bouche. Elle a 5 ans. Oh my God. Aussi, les intervenants ils vont apprendre qu'il y aurait eu des fausses couches forcées à la ferme. Lorsque les trop jeunes filles tombaient enceintes, justement, les mères y provoquaient délibérément des fausses couches pour éviter les soupçons des médecins ou des professionnels de la santé. OK, fait qu'ils savaient ce qu'ils faisaient, là. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient que c'était mal. Pour qu'une petite fille de 5 ans sache vraiment c'est quoi, c'est que dès qu'il avait l'âge et qu'il pouvait faire quelque chose avec ça, comme... Ouais. Non, mais je veux dire, les adultes, ils savaient que c'était mal parce qu'ils voulaient cacher les preuves. C'est pas comme s'ils étaient dans un délire quelconque, déconnecté, qui a trouble psychiatrique. Ouais. Là. Si tu sais que c'est mal... Ben, ouais, clairement, les adultes avaient une certaine conscience que c'était mal qu'est-ce qu'ils faisaient parce que, oui, en effet, si ils cachaient... tu provoques des fausses couches, ils cachaient des avortements, choses. c'est que tu sais que c'est pas correct. Là. Ouais. Puis eux, tu sais, il y avait quand même une voiture là, pour aller faire des provisions en ville, mettons, là. Fait qu'ils croisaient comme du monde. Tu sais, ils devaient savoir clairement que leur enfant, c'est pas normal. Là. Fait que si des petites filles tombaient enceintes jeunes, ben, c'est ça.
Ils faisaient disparaître ça à leur façon. Épouvantable. Pour finir ce passage assez rough, on va apprendre aussi, à ce moment-là, que 5 des garçons retirés de la famille Colt y auraient avoué aux intervenants avoir torturé aussi des animaux qui habitaient avec eux sur la propriété, notamment des chiots et des chatons. Et y aurait également avoué avoir mutilé leurs organes génitaux. What? Troublant. Pour les enfants eux-mêmes, ce fut une période de transition extrêmement complexe. Ils vont être placés dans différentes familles d'accueil et programmes de soutien, souvent en petits groupes pour essayer de faciliter l'insertion, donc 2-3 frères et sœurs ensemble. Mais on s'entend dans n'importe quel contexte de famille d'accueil, ça fonctionne pas toujours du premier coup, puis c'est pas toujours plus rose non plus, malheureusement. Donc, certains avaient énormément de mal à comprendre les règles sociales de base ou à gérer avec les nouvelles routines. D'autres, confrontés à des limites et des attentes nouvelles, manifestaient de la peur, de l'anxiété, de l'agressivité, de la colère, des réponses profondément humaines à des changements massifs dans leur vie. Puis il faut se rappeler que le simple fait de se laver était nouveau pour eux. Fait qu'on comprend, on part d'où, là? C'est difficile. Pour ajouter à la difficulté de la situation, plusieurs adultes essayaient depuis le jour 1 de contacter les enfants, planifiaient de les retrouver, de les sortir de force, de les enlever, des membres de la famille Colt. Là. Déjà qu'on a du mal à les aider puis qu'on ne sait pas comment gérer la situation, en plus, il faut dealer avec le fait que les parents, les membres de la famille... Et frères et sœurs, I guess. Là, oui, c'est ça. C'est toute la même chose. Là? Exactement. Mais ils essaient de les contacter, tu sais, leur empêchant de faire des progrès. Ben oui. Oh my God. À travers les témoignages des membres de la famille Colt, autant les plus jeunes que les plus vieux à qui on a pu parler dans les débuts de l'enquête, on commence à comprendre que l'inceste et les abus dans cette famille ont commencé il y a de cela vraiment longtemps. Je vais donc revenir un peu dans le temps pour vous parler des débuts, du moins de ce que l'on connaît, de comment tout ça a commencé. Pour comprendre comment une situation aussi tragique et complexe a pu se développer, il faut remonter aux origines même de cette famille, bien avant qu'elle soit découverte en 2012 là, à Boroa. Donc, j'ai creusé pour faire des petites recherches pour la famille, puis je vais essayer de vous l'expliquer du mieux que je peux, sans nécessairement entrer dans tous les détails de tout l'arbre généalogique, mais je vous explique. Donc, l'histoire aurait commencé avec une certaine femme qui s'appelle June Colt. Encore une fois, un nom fictif donné par les autorités locales. June est née en 1948 en Nouvelle-Zélande et elle-même était le produit d'une relation incestueuse entre un frère et une sœur. Un premier maillon, donc, d'une chaîne qui s'étendrait sur plusieurs générations. Dans les années 1960, June aurait fait la rencontre d'un homme que l'on va appeler Tim Colt, le grand-père. Ouais. Originaire lui aussi de Nouvelle-Zélande, ils se marient les deux ensemble en 1966. Ensemble, ils vont avoir 7 enfants. Martha, Frank, Paula, Cherry, Rhonda, Betty et Charlie. 7 enfants. Cette première génération posera les fondations d'un clan qui grandira au fil des années de façon extrêmement complexe et tous interconnectés. Ce couple fait rapidement le choix de quitter la Nouvelle-Zélande pour s'installer en Australie dans les années 1970. Il s'installe d'abord dans l'État de Victoria, puis au fil des décennies se déplace à plusieurs reprises à travers le pays. L'ouest de l'Australie, le sud de l'Australie, finalement la Nouvelle-Galles du Sud. Trigger warning. Ce qui distingue cette famille, c'est qu'à mesure que leur enfant grandissait, certaines de ces relations familiales devenaient sexuellement intimes. Les enquêtes ADN suggèrent que Tim aurait eu des relations sexuelles avec sa propre fille Betty, donnant naissance à de nouvelles générations par la suite. Tim y aurait d'ailleurs commencé à violer Betty lorsqu'elle avait seulement 12 ans. Ensemble, ils vont avoir 13 enfants. Ouf. Au fil des années, la famille a s'agrandi, donc non seulement par la naissance de nouveaux enfants, mais aussi à travers des relations incestueuses au sein de la même famille élargie. De cette façon, les liens de parenté deviennent de plus en plus complexes. Des frères et sœurs deviennent aussi parfois parents, des oncles deviennent pères, des nièces deviennent elles-mêmes mères au sein d'une même famille, d'un simple réseau familial. C'est terrible. Ce mode de vie et de production finit par produire une communauté de 40 personnes, comprenant les grands-parents,
de base. À travers tout ça, plusieurs fausses couches, comme je l'ai nommé tout à l'heure, forcées ou non, et plusieurs enfants décédés de maladies infantiles. Il fallait s'en douter. Ouais, c'est ça. Là. D'ailleurs, on n'aura jamais De nombre? de nombre juste et on n'aura jamais de corps. Jamais. La vie de cette famille n'a jamais été très visible aux yeux du monde extérieur. Beaucoup des enfants n'ont presque jamais fréquenté l'école ou ils sont allés de manière super sporadique, lors de brèves visites organisées par les services sociaux, genre quand il y avait un petit flag. La famille n'a pas cherché à s'intégrer dans la société. Au lieu de cela, ses membres ont passé des décennies à vivre dans des zones rurales isolées, déménageant fréquemment lorsque les voisins ou les autorités commençaient à poser des questions. Pendant des années, ils vivent reclus et ne cessent de déménager afin de passer entre les mailles du filet de la justice. Ils s'installent à chaque fois près de la frontière d'un autre État afin de pouvoir échapper à la police facilement, le cas échéant. OK, ils savent clairement ce qu'ils font, là. Ouais. Mais pourquoi ils font ça? Je comprends rien. Puis pourquoi ils peuvent se faufiler entre les mailles du filet? Ils sont 40, là, à un moment donné. Ouais. On pense que certains hommes de la famille vendaient occasionnellement du bois de chauffage, pendant que d'autres travaillaient comme ouvriers municipaux pour gagner de l'argent pour le groupe. Fait qu'ils se faisaient des petites passes de cash quand ils arrivaient à un certain endroit, puis ensuite, ils disparaissaient. La famille bénéficiait également de plusieurs aides sociales, notamment une allocation d'invalidité et une pension alimentaire pour familles d'accueil. Betty, considérée assez vite comme la matriarche du groupe, mère de 13 enfants qu'elle a eus avec son père, sans emploi, était soutenue par de multiples prestations de sécurité sociale. Comment est-ce possible? Qui a fait cette enquête? Je ne comprends pas. Donc, ils recevaient de l'argent. Comment ont-ils réussi sans se faire prendre ou que moindrement quelqu'un lève un flag? Aucune hostie d'idée, mais c'est louche, en tabarouette. Je comprends pas. Je comprends pas non plus. Hey, là, là, Ils que l'ont je comprends pas. échappé. Beaucoup de monde l'ont échappé. Ben oui. La famille Colt va aussi, durant les années à parcourir le continent, former un petit groupe de musique. Ils vont même arriver à se produire dans des salles communautaires, des festivals et des spectacles de musique country. Ouais. Oh my Genre God. à travers la famille. C'est ce qui va les aider à faire un petit peu de cash. Ils vont même produire 2-3 albums, dont les pochettes d'albums mettent en vedette le patriarche, Tim, et 3 de ses enfants, dont Betty. Tim va même avoir l'audace de nommer l'un de ses albums, le premier, une collection de chansons d'amour familiale. Wesh. En 2001, June va décéder, puis en 2009, c'est au tour de Tim. Après leur mort, c'est vraiment Betty qui va prendre le lead de la famille, aux côtés de son frère Charlie, ses sœurs Martha et Rhonda, et plus tard sa fille Raylene. Ça va vraiment être ces 4-là, en fait ces 5-là, qui vont être les figures centrales jusqu'à la découverte en 2012 de l'espèce de secte, famille, clan. À ce point-ci de l'épisode, et pour t'aider à visualiser un peu mieux la famille, je vais te montrer, Juju, l'arbre généalogique de ce qu'on connaît du clan Colt. Ça Pour doit que être juste tu un puisses- gros barbeau, là, avec des fils partout, là. Je peux pas croire. Ouais, ça ressemble à ça. Je vais te le montrer juste pour que tu puisses comme avoir un petit visuel. Puis Ok. pour ce qui est de vous, nos chers abonnés, je vais vous les nommer à voix haute, rapidement, sans vraiment dire comme tous les détails de tout ça. Parce que aussi, avec certains tests d'ADN, on n'a pas pu prouver exactement. Tu sais, quand des fois, c'est le même sang, est-ce que c'est l'oncle, le père? Tu sais, Ouais, des fois, mais- c'est pas clair. Mais ce qu'on sait. Oh my God. Puis comme en rouge et en jaune, c'est des degrés comme d'inceste, dans le sens que ça, c'est ce qu'on sait clairement qui ont été... Mais autant, En c'est tout cas. terrible de savoir que tous ces enfants-là ont été faits par des relations incestueuses, autant, il y en a tellement. Ouais, Ils ont quoi? Ils ont genre 13 enfants chacun, là? ouais. Puis après ça, des petits-enfants, puis... Puis le temps a passé, là, parce qu'il y a 12 de tout ça, 12 de ces enfants-là qui ont été retirés là, par la DPJ, la fax, en fait. Mais il y en a vraiment beaucoup d'autres, là, des enfants. Là. Fait que, genre, ça a duré sur une longue période, là. Tim, June, Betty. Ben oui. Genre, c'est plusieurs années, là. Ces enfants-là sont devenus adultes, ont eu des enfants à leur tour. Ah. Ah, mhm. Puis il y a certains des noms là, que tu vois qui n'étaient pas
rouge ni jaune. Ben, ces gens-là, c'est qu'on ne peut pas prouver clairement qu'ils sont nés de manière incestueuse, mais il y en a aussi que c'était genre des hommes qui passaient par là. Genre, il y a eu d'autres mondes qui se sont mêlés à tout ça. Donc, c'est sûr. Voilà. Donc, bref, tu viens de voir la photo, c'est assez choquant, mélangeant, bouleversant. Il y a beaucoup de noms, en tout cas. Uh-huh. Je vais vous les nommer à voix haute, là, juste pour les autres, mais rapidement et sans nous donner nécessairement de détails. Donc, première génération, nous avons June, qui est née d'une relation incestueuse, je vous le rappelle. Tim Colt, le mari de June. Génération 2, nous avons Martha, Frank, Paula, Cherry, Rhonda, Betty et Charlie, comme je vous l'ai dit. Génération 3, on parle de Martha qui a eu des enfants, surtout. Albert, Jed, Carl, Nadia, Ruth et Donna, qui seraient décédés d'une maladie infantile. Encore là, Martha, on n'a pas trop de détails, soit que c'est avec son frère, son père. C'est un peu dégueulasse. Betty, elle a eu 13 enfants. Tammy, Derek, Bobby, Billy, Brian, Colin, Jane, Petra, Joe, Ben, Rylene, Dwayne et Carmen. Mostly avec son père. Dans ses enfants, il y a Rylene qui aurait eu une fille nommée Kimberly, de façon incestueuse aussi. Et Tammy et Derek qui auraient eu ensemble 3 enfants, Fiona, Anna et Sally, qui elles aussi seraient décédées d'une maladie infantile. Et nous avons Rhonda, la 3e sœur, 3e personne principale, qui aurait eu Cliff, Tracy, Penny, Alice et Cindy. Donc 5 enfants. On parle mostly de Tim, qui était le père de beaucoup des enfants, et de Charlie, qui était un des enfants des frères, oui. Des frères de Betty, Martha, Rhonda. Puis il y a aussi Rylene, qui est la fille de Betty, mais qui est comme devenue vraiment au même niveau que les 3 sœurs et le frère, en tout cas. Qui est la petite fille de Tim. Oui. Et sa fille peut-être aussi. Et sa fille. Ouais. Épouvantable. C'est épouvantable. Dans les 12 enfants qui se sont fait retirer de la famille Colt, on a seulement la plus jeune, la petite Cindy, âgée de 5 ans, qui, elle, avait un père pas de la même famille, pas de la famille Colt. Donc, qui ne serait pas née d'une relation incestueuse. C'est la seule. Donc, c'est pour ça que tantôt, je vous avais dit qu'il y en avait 11 sur les 12. Ouais. Pour le reste, les faits d'inceste sont répartis sur 6 pages dans les documents de la justice. Là. On a accès à ça sur Internet. Il y a comme vraiment tous les documents qui détaillent pour chaque enfant, avec les tests ADN. En tout cas, c'est vraiment, vraiment, vraiment très détaillé. Donc, Betty, sur ses 13 enfants, il y en a 5 qui ont été retirés à la DPJ. On a Bobby, Bill, Brian, Dwayne et Carmen. Martha, sur ses 6 enfants, il y a, on se rappelle, Donna qui était décédée. Et les 5 autres enfants ont été placés sous la tutelle des services sociaux. Rhonda, sur ses 5 enfants, il y a seulement Cindy, âgée de 5 ans, qui a été placée sous la tutelle de l'État. Rylene, fille de Betty, la 4e mère impliquée dans tout ça, eh bien, sa fille Kimberly a elle aussi été placée sous la tutelle de l'État. C'est seulement en 2013 que les autorités vont prendre la décision de dévoiler la situation au grand jour. OK, c'était comme caché? C'était caché au début parce que comme ça concerne des enfants, la DPJ, tout ça, ben normalement, c'est protégé par l'État. Tu ne dis rien de tout ça. Mais en 2013, les autorités vont prendre la décision de dévoiler l'histoire. 1 an après l'intervention de juillet 2012. Durant une année entière, l'enquête est dans ses débuts toujours. Les acteurs principaux au centre de celle-ci, on a l'inspecteur Peter Yeomans, la sergente détective Kirsty Ailes et des agents de la nouvelle unité d'intervention Strike Force Hermoine de la Brigade de protection de l'enfance de Nouvelle-Galles du Sud. Une unité qui a été créée, en fait, pour faire la lutte contre les abus sexuels et les violences faites aux enfants. Ça a été mis sur pied par la police de l'État, j'ai l'impression, dans ces années-là. Là. Cette unité a été créée pour enquêter vraiment sur les allégations d'inceste, d'agression sexuelle sur mineurs et de négligence grave. Donc ça, c'était les acteurs au centre de l'enquête.
En décembre 2013, le juge Peter Johnstone du tribunal pour enfants de Nouvelle-Galles du Sud a pris la décision inhabituelle de publier son jugement de placement définitif des enfants. Donc, pourquoi il a décidé de raconter l'histoire? C'est qu'il a juste comme confirmé que les 12 enfants n'allaient jamais pouvoir être mis dans leur famille, entre guillemets, biologique. Ouais. Il a déclaré, et je cite, « Il n'existe aucune possibilité réaliste de réintégrer les enfants dans leur famille biologique. Ils seront placés sous la tutelle de l'État jusqu'à leur majorité. » C'est bien, là, mais je me demande pourquoi pas tous les enfants. Pourquoi certains n'ont pas été placés? C'est-tu parce qu'ils étaient... Genre, il y avait 17 ans et demi? Non, tous les enfants qui étaient mineurs ont été placés. Toutes les autres avaient 18 ans et plus. C'est ça, OK. Puis il y avait probablement, c'est ça qui est triste, c'est que la majorité, même s'il y avait 18 ans et plus, il y avait peut-être la mentalité d'un enfant de 3 ans. Là. Ouais. Je veux dire, on le sait pas, mais ils se sont concentrés sur les personnes qui étaient en âge mineur, légal. Je comprends, mais tu sais, le gars là, de 15 ans qui avait l'âge mental de quelqu'un de 5 ans, là, tu sais. Mm-hmm. Je veux dire, il devait en avoir qui avait 19 ans, qui avait l'âge mental de 7 ans, puis eux, ils sont comme arrangez-vous, tu sais. Oui, vraiment. Hey, c'est terrible. C'est terrible. Suite à l'annonce du juge, Betty aurait contesté le tout, refusant de ne plus revoir ses 2 plus vieux, Bobby et Billy. Donc, elle est comme, non, je n'accepte pas ça, surtout pas pour Bobby et Billy, les 2 plus vieux. Mais les 3 autres, genre, elle dit rien. Okay. On va apprendre plus tard qu'elle aurait fait parvenir un téléphone portable en contrebande pour les bombarder de messages et d'appels. Donc, elle aurait réussi à infiltrer un téléphone cellulaire à Bobby et Billy pour être capable de parler avec eux autres, genre. Mais arrêtez-la! Arrêtez-la. Les appels, supervisés secrètement par la police, parce qu'elle n'a pas été bien bonne, seront enregistrés et très dérangeants. Elles auraient, entre autres, échangé des messages de nature sexuelle avec son fils de 15 ans, Bobby. Lors d'un appel, elle lui aurait dit qu'il avait une voix encore plus sexy qu'avant. Oh. Je vais vous lire certains textos. Le 31 mai 2013, 18h33, Betty dit à Bobby que sa voix est tellement sexy au téléphone. Elle ajoute qu'elle compte se battre pour que Bobby et son frère Billy quittent le foyer et qu'elle espère que les connards l'entendent. Elle précise que lorsqu'il aura 16 ans, il pourra prendre son propre appartement s'il le souhaite, selon la loi. T'sais, elle va lui faire des menaces de même, puis des conseils, pas conseils, là, des obligations. Elle sait comment la loi fonctionne, là. Oui, elle manipule. Ben oui. 17 septembre 2013, tout ça encore avant l'annonce du juge là, de rendre ça public. Puis tu sais, il a probablement rendu ça public aussi parce que cette femme-là est dangereuse, puis méfiez-vous de toute cette famille, là. Je pense que c'est surtout ça. 17 septembre 2013, 18h32, Bobby annonce à sa mère « Ils ont découvert qui est mon vrai père. » Elle proteste et dit « Non, ils ne peuvent pas le savoir. Votre père était quelqu'un qui s'appelait Tom Wilson. Ne parlez pas à personne. » Et là, elle commence à paniquer là, en dehors du centre. Là. Elle n'a absolument aucune conscience du mal qu'elle leur a causé par le passé. Elle nie les abus ou la négligence qui se sont produits pendant de nombreuses années. Les centaines d'appels téléphoniques que Betty aura passés à Bobby depuis le 18 juillet 2012 démontrent un lien extrêmement fort entre la mère et le fils. Bobby et Billy ont montré une nette amélioration de leur hygiène personnelle et de leur santé depuis qu'ils ont été séparés de leur mère. Ben oui. Puis là, elle a fait juste nuire à tout ça. Ça, c'est toutes des phrases que l'on entendra lors du procès de Betty en décembre 2013. Bon. Après qu'elle ait été arrêtée pour avoir tenté d'enlever son fils Billy, après avoir planifié le tout avec Bobby par texto. Oh my God. Ouais. Fait que Betty est même pas arrêtée pour inceste, agression sexuelle, tout ça. Elle est arrêtée parce qu'elle a essayé d'enlever ses 2 fils dans un centre jeunesse. Oui, c'est quoi? Ils ont juste ça contre elle, il me semble, négligence d'enfant. Ils sont pas capables encore mais de t'as des preuves, là? Mais je sais. Tu checkes qu'ils vivent dans un tas de marde, il me semble, si tu prends une photo, t'es correct, je sais. Puis t'as pas fini d'être découragée et d'être fâchée. Hey, je comprends pas. Non plus. Betty sera condamnée à 14 mois de prison et il lui sera également interdit de contacter tous les membres de sa famille pendant cette période, dont ses 13 enfants.
Seule et en larmes, dans un fourgon de police, la matriarche de la famille incestueuse australienne est emmenée en prison, pendant que des témoignages enregistrés dévoilent la confirmation qu'elle avait des relations sexuelles avec son fils Bobby de 15 ans, qu'elle a conçu, on se rappelle, avec son propre père. Imagine à quel point ça doit être difficile de savoir comment gérer une fucking situation comme ça. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Non, ça doit être extrêmement difficile. Puis c'est sûr qu'il y en a qui pensent comme nous, là, qui sont genre, qu'est-ce qu'on fait? J'ai juste envie de toutes les mettre en prison ou dans un institut psychiatrique, là, il y a beaucoup de victimes, têtes, là, les têtes, pas les enfants qui n'ont rien demandé, là. Il va falloir ensuite près de 6 années d'enquête avant que les autorités ne disposent de suffisamment de preuves pour amener d'autres membres du clan Colt en cours. Des années où les enquêteurs vont recueillir des témoignages, des données ADN, des éléments médico-légaux et des preuves sur le terrain afin de construire un dossier solide. Oui, ils doivent se dire, on prend pas de chance, on attend d'avoir tout pour pas qu'on perde un procès ou que finalement les charges soient Puis il y a tellement de gens d'impliqués qu'il faut assurer de pas manquer un détail. Je comprends, ils font bien de prendre leur temps, mais c'est fâchant que ça prenne autant de temps. Oui, puis comme je te dis, t'as pas fini d'être fâché. Oh mon Dieu, j'ai peur. Un matin d'avril 2018, cette longue enquête est finalement arrivée à son point culminant. Des officiers de police, épaulés par des équipes spécialisées, ont mené une opération coordonnée dans plusieurs États australiens pour finalement procéder à l'arrestation de 8 membres. OK, ils s'étaient comme éparpillés après, là. Oui. C'est sûr, là, ils sont pas restés dans la même place. Ils savaient qu'ils allaient être trouvés, là. Au total, 8 adultes ont été arrêtés, certains faisant face à des accusations de relations incestueuses, agressions sexuelles sur mineurs, parjure, des accusations liées à des tentatives présumées de dissimulation de faits lors d'audiences antérieures. Donc, des moments où ils ont eu des témoignages, qu'ils ont pris en interrogatoire, des trucs comme ça, et qui ont menti. Hey, ça parle beaucoup, là. Je veux dire, ça montre à quel point tout est en connaissance de cause, là. Les arrestations ont marqué un tournant dans l'affaire. Du moins, c'est ce qu'on croyait en 2018. Non. Pour la première fois, la loi avait officiellement rattaché des noms, sous des pseudonymes bien sûr, à ce qui semblait jusque-là être un mystère total pour le reste de la population. Genre, qu'est-ce qui se passe avec cette famille? Et là, finalement, on a, 8 noms. Ils seront tous amenés à Sydney pour faire face à leur accusation formelle. Ces comparutions devant la justice australienne étaient très complexes, en partie parce que l'affaire impliquait des centaines de pages de preuves, d'analyses génétiques et des témoignages fragmentés. Il faut noter, étrangement, je comprends fuck all, que la plupart des charges pénales n'ont pas donné la possibilité à de longues peines de prison. Et là, tu sais, je comprends pas, encore une fois, là. Et certaines ont même été abandonnées ou n'ont pas abouti à une condamnation ferme. Cette situation est l'un des aspects les plus controversés de l'affaire, suscitant frustration et débat quant à l'efficacité du système judiciaire face à des crimes aussi profonds et complexes. Fait que ça l'a fait jaser parce qu'il n'y avait pas grand-chose en lien avec l'inceste, en lien avec une famille, tu sais, vraiment compliqué. Je comprends pas, tant que t'as pas, genre, un meurtre d'enfant, les charges de crimes contre les enfants, c'est tellement... peu importe le pays, là, c'est tellement minime. Ouais. Contre ici les femmes aussi, là. Oui, ici aussi, on l'entend tout le temps. Genre, pédophile récidiviste, 6 mois de prison. Je veux dire, pourquoi c'est pas plus gros? C'est grave, là. C'est pas parce qu'il y a pas de mort que il y a vraiment une faille là, dans le système par rapport à ça. Sur la planète entière, je comprendrai jamais pourquoi c'est pas... Tu sais, je comprends qu'avec les lois qu'on a, ils peuvent pas fermer, mais pourquoi il n'y a pas des nouvelles lois? Pourquoi on change pas les condamnations? Pourquoi c'est autant minime? Je sais. Je comprendrai jamais. Puis deal de drogue, 22 ans de prison, là, genre... Ouais, non, ça me dépasse. Complètement d'accord avec toi. C'est frustrant de pas comprendre, de pas être là-dedans. On dirait que dès que tu peux pas le tenir dans tes mains, ça fonctionne pas. Genre, deal de drogue, OK, 22 ans. Genre, tu as la drogue, tu vois tu as l'objet, genre, du problème. Meurtre, même chose. T'as le corps, t'es capable de le prendre dans tes mains. Tu vois la gravité de la situation. Mais dès qu'on parle de, genre, santé mentale, là, on parle d'inceste, d'agression, il y a comme rien que tu peux prendre dans tes mains, il y a rien de tangible, genre. Là, c'est vague. C'est rendu vague, là, selon tout le monde. Puis, genre, on n'est pas capable de mettre des lois, genre, précises par rapport à tous les comportements
possible humain, là. On dirait que... Puis, en tout cas... Tu sais, il y a une chose, l'agression sexuelle, qui peut être vague parce que là, il y a des zones grises, puis de l'interprétation, puis là, c'est selon le juge. Mais de l'inceste, là, je sais pas, t'as de l'ADN, là. Oui. Je veux dire, c'est tangible. Ouais. Je comprendrai jamais. Ouais. Non, je comprendrai pas non Désolée, plus. ma Il y a montée de lait. aussi, même pour la négligence, je veux dire... Ben oui, tu vois, l'enfant qui est émacié, tout ça, les dents pourries, t'es pas capable de marcher parce qu'il y a des champignons entre les orteils. Allô? Non, c'est pas pris assez au sérieux. Puis je comprends c'est pas. vrai que les peines sont pas assez grandes. Parce que là, on parle de genre... Même avec toutes les accusations qu'il y avait, même les centaines de pages au dossier, ils pouvaient pas demander plusieurs années. Tu sais, comme ça te donne une idée, là. Je comprends pas. Bref, regarde, je vais revenir là-dessus. Je vous donne... Ouais, désolée. Ben non, pas de désolé, là. On a le droit d'être outré, là. C'est un épisode pour ça, en plus, là. Bref, je vais vous nommer quand même les 4 hommes et 4 femmes âgés de 29 à 51 ans en date d'avril 2018 qui ont été arrêtés. On a Betty Colt, bien sûr, figure centrale du clan, souvent décrite comme une matriarche dans l'enquête, arrêtée en Australie méridionale. Raylene Colt, sa fille, arrêtée en Australie méridionale. Derek Colt, arrêté lui aussi en Australie méridionale. Rhonda Colt, extradé depuis Western Australia. Cliff Colt, lui aussi Western Australia. Frank Colt, lui aussi Western Australia. Et Martha Colt et Charlie Colt, arrêtés à Griffith, en Nouvelle-Galles du Sud. En gros, pour ce qui est des peines, et là, préparons-nous. Je serre déjà les poings. Malgré les 80 chefs d'accusation initiaux portés contre 8 membres de la famille Colt, 80 chefs, notamment inceste, agression sexuelle sur mineurs, attentat à la pudeur sur mineurs et faux témoignages, nombre d'entre eux ont été abandonnés. Charlie Colt, initialement inculpé à lui seul de 27 chefs d'accusation, a été acquitté de 2 d'entre eux, les autres charges ayant été abandonnées. Bien que les 8 membres de la famille aient été incarcérés suite à leur arrestation en 2018, le temps des procès, seule la moitié d'entre eux ont depuis été condamnés à une peine d'emprisonnement. Oh my 4 fucking d'entre God! Martha, la plus jeune des sœurs, a plaidé coupable de 5 chefs de parjure et d'un chef de fausse déclaration sous serment. C'est tout? Oui. Je n'ai pas trouvé d'informations supplémentaires sur elle, donc si elle a fait de la prison, on parle de seulement quelques mois. Rhonda a reçu une ordonnance de correction intensive de 14 mois pour parjure seulement, qui s'est terminée en 2021. Mais je crois qu'elle est sortie avant. Raylene a reçu elle aussi une ordonnance de correction intensive de 16 mois pour parjure, qui s'est également terminée en 2021. Mais je crois pas aussi qu'elle s'est terminée... Je pense qu'elle s'est terminée avant, là. Et pour finir, la 4e, Betty, et non la moindre, a été reconnue coupable de 4 chefs d'accusation de parjure, d'un chef de mensonge sous serment et d'un chef d'entrave à la justice à cause du moment où elle a voulu enlever ses 2 fils. OK, fait que rien par rapport aux enfants. Puis c'est juste les filles, dans le fond. Mm-hmm. Juste les femmes. Mm-hmm. Hey, mon Dieu, Seigneur, pourquoi c'est juste les femmes? Je veux dire, Callis, il faut être 2 là, pour faire un enfant. Je suis dégoûtée. Hey, ça, je savais pas cette partie-là de l'histoire et ça me fâche. Rien sur la maltraitance d'enfants. Rien Juste sur parjure. l'inceste. Rien sur rien. Ça va lui valoir une peine de 14 mois de prison. Je pense que c'est la seule qui va avoir été un petit affaire plus longtemps en prison que les autres. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle n'a pas servi sa sentence au complet. Tous ces beaux petits mois de détention dans le centre de détention de Villawood à Sydney. Les enfants ont tous fini par être placés dans différents foyers d'accueil. Ce processus n'a pas été simple ni linéaire, car ces enfants n'avaient pas seulement besoin d'un toit ou de soins physiques. Ils avaient besoin de thérapie psychologique, d'éducation sociale et d'un encadrement très spécifique. Ben oui. De nombreux enfants ont montré des comportements troublés provenant des traumas émotionnels profonds qu'ils ont vécus. Même dans des foyers qui se voulaient bienveillants, il y a eu des cas où des enfants ont vécu des expériences négatives supplémentaires, ressentant parfois du rejet ou de l'incompréhension de la part des familles qui sont pas préparées à gérer des enfants ayant vécu des environnements aussi singuliers, aussi tragiques.
Ces mauvaises expériences peuvent parfois aggraver donc les traumas existants plutôt que les atténuer, malheureusement. Un des aspects les plus frappants de l'affaire Colt est la manière dont plusieurs signaux d'alarme ont été ignorés ou insuffisamment pris au sérieux pendant des années. Les voisins et certains enseignants avaient soulevé des inquiétudes bien avant la découverte du campement, mais sans réponse efficace immédiate des autorités. On se rappelle. Puis ça, c'est une chose, là. Ça, c'est une erreur, OK, très grave, enrageante, mais on a déjà... Voyons, je perds mes mots, mais on a déjà entendu ça, là. Ouais. Genre que les services sociaux, ça a pris beaucoup trop de temps avant de voir les drapeaux rouges, mettons. Mais c'est une autre affaire d'être incapable, malgré des centaines de pages de preuves, une enquête de 6 ans, incapable des accusés de quoi que ce soit par rapport aux crimes commis sur des enfants. Ouais. Puis c'est pas, mettons, juger insanité mentale, genre non responsable pour cause de troubles mentaux, là. C'est pas ça. C'est juste, on n'a rien acquitté. Parjure, mensonge sous serment, genre mensonge avec sa main sur la Bible, et entrave à la justice pour une. Genre... C'est capoté. Je sais, c'est capoté. Il y a rien là-dedans qui concerne les enfants. Cette lenteur de réaction n'est pas unique à la famille Colt, on s'entend. D'autres cas similaires à travers l'Australie et à travers le monde, bien que chacun avec des contextes différents, rappellent que des familles isolées et marginalisées peuvent parfois échapper au radar des services de protection si les signaux ne sont pas reliés et pris en compte rapidement. Ce point devient non seulement un constat, mais un appel à la vigilance aussi. Il faut écouter les enfants, suivre les absences scolaires à l'école en étant professeur, croiser comme les informations des services sociaux avec les informations des services de santé. Il ne faut pas minimiser un signalement, jamais. Oui, c'est toujours mieux de overreact que de underreact. Là. Si tu as un doute de quelque chose que tu observes dans ton entourage, dans les environs, devant toi, dans la rue, tu appelles. Vaut mieux faire ça que d'ignorer. Plus d'une décennie après la découverte du campement autour de Boorowa, plusieurs membres adultes du clan Colt vivent toujours en Australie. Certains ensemble, d'autres dispersés dans différentes régions. Hey, mais c'est sûr que, je veux dire, ils vont continuer à faire des bébés, là. C'est juste ça qu'ils connaissent, ces gens-là. Il y a encore des gens qui sont pas très vieux, là. Encore aujourd'hui, là. Puis Betty, là, quand son Bobby, là, il a 20 ans, mettons, là, puis il est libre comme l'air de faire ce qu'il veut, là. Je peux bien dire qu'elle va aller cogner à sa porte, là. Puis est-ce qu'on les watch? Est-ce qu'ils ont... Ou Bobby va aller cogner à sa porte. Ils ont-tu eu les soins nécessaires? Oui. Ils sont-tu rétablis? Ces enfants-là vont être traumatisés jusqu'à la fin de leur jour, là, probablement, là. Puis, je veux dire, on les surveille-tu? Je veux dire, est-ce qu'ils ont une ordre de restriction? Ils peuvent Je vais comme tout dire... OK, excuse. Mais je vais tout dire comme ce qu'il y a comme ordre de restriction ou comme surveillance, mais j'y arrive, là, mais... Je sais, c'est pas croyable. Un certain nombre des enfants retirés de la famille ont atteint leur majorité, ce qui signifie maintenant qu'ils prennent désormais leurs propres décisions. Oui. Comme on vient de le dire. Pour certains, cela représente une opportunité de construire leur vie loin de leur famille, loin de leur passé. Mais pour d'autres, c'est une période de reconstruction lente, fragile, marquée de traumas profonds, de défis psychologiques durables et de potentiellement retomber dans leur pattern. Ouais. Des vidéos secrètes de certains enfants Colt sont sorties il y a quelques années dans les médias. On voit pas leur visage encore une fois, on sait pas c'est quoi leur vrai nom, tout a été caché, là. Mais ils sont sortis. Ça témoigne de mauvais traitements qu'ils ont vécu dans leur nouvelle famille. Donc, beaucoup des enfants Colt se sont rassemblés ensemble, ont fait une vidéo pour dire que dans leur nouvelle famille, ils sont tabassés, ils sont bullies par les autres enfants, intimidés par les autres enfants, qui sont battus. Il y en a plusieurs qui racontent être menacés par des gens de leur entourage, d'être un jour renversés par une voiture, poignardés, tués par des inconnus. Ils ont eu des menaces de mort, mais aussi des menaces pour tuer leur famille. Genre, on va tous vous retrouver, les Colt, et on va vous tuer. Donc, c'est quand même quelque chose. Ils vivent encore avec ça. Je veux dire, ils vont vivre avec ça toute leur vie, là, d'être associés à ça. Puis c'était le risque de mettre ça au vu du public, mais c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Il faut en parler. C'est sûr, c'est pas la seule famille. Il y en a partout dans le monde, tu sais. Fait que c'est sûr. Faut être au courant
de cette situation, en tout cas. Le ministère des Services à la famille et à la communauté de Nouvelle-Galles du Sud, la FACS, que je rappelle depuis le début comme la DPJ qu'on connaît ici, a déclaré en réponse aux allégations formulées par les garçons Colt qu'ils continuent de travailler en étroite collaboration avec la police de Nouvelle-Galles du Sud et des partenaires non gouvernementaux en ce qui concerne cette famille. Donc, ce qu'ils disent, c'est on est toujours là pour les aider. Mais comment? Le terrain sordide et insalubre des Colts à Bouroa, d'une superficie d'à peine 1 km², a été mis en vente, finalement, à la fin des enquêtes. La ferme isolée où vivait la famille incestueuse jusqu'à sa découverte en 2012 a maintenant été transformée en terrain de jeu. Un parc pour enfants. J'ai vraiment éprouvé un gros malaise en lisant ça sur le web. What the hell? Ça a été confirmé par plusieurs sources. Moi, j'aurais peur de tomber sur quelque chose là, en creusant dans le carré de sable. C'est ça, là. On peut pas dire avec certitude si les dynamiques qui existaient au sein de la famille Colt pourraient se reproduire ailleurs, mais les experts en protection de l'enfance et en criminologie soulignent que toute situation isolée, non suivie, et où des signaux inquiétants sont ignorés peut potentiellement dégénérer si des mesures ne sont pas prises rapidement. Ce qui est important aussi, puis j'ai lu un article là-dessus qui a été fait par une certaine Julie Aganoff, une psychologue de Queensland spécialisée dans les traumatismes familiaux et les maltraitances d'enfants. Elle a comme fait un article, puis j'ai quand même trouvé ça juste intéressant et important de le lire. Puis c'est beaucoup ce qui m'a convaincue là, de faire l'épisode d'aujourd'hui. Elle a comme cité une étude de l'ONU qui a été faite dans les débuts des années 2000, mais qui conclut en fait, puis là, ça l'a sûrement changé aujourd'hui, mais qu'une femme sur 3 dans le monde est victime d'agressions sexuelles avant l'âge de ses 18 ans. Et elle a ramené aussi une statistique d'un bureau australien qui révèle que 2 agressions sexuelles sur 5 étaient perpétrées par un membre de la famille. Elle fait juste comme rajouter à quel point c'est fou comment c'est plus commun qu'on le pense. C'est fou comment ça arrive partout, la gang. Puis tu sais, ça se rend pas à un clan de 40 personnes. Là. Non. Ça, c'est comme pour mettre au grand jour une réalité qui arrive tout le temps. Tout le temps. Puis qu'on voit pas. Puis elle dit, c'est fou, je rencontre des personnes de 30 ans, 50 ans, 60 ans même, qui viennent me voir dans mon bureau et qui me parlent de traumatismes qu'ils ont vécu dans leur enfance, des agressions sexuelles de la part de membres de leur famille. Mm-hmm. Puis elle dit, c'est la première fois qu'ils le disent à quelqu'un, c'est à moi. Elle dit, puis ils ont 60 ans, ça se peut pas, tu sais. Fait que dans le fond, ce que Julie a dit dans son article, en amenant plein de statistiques, autant américaines, australiennes que partout à travers le monde, c'est qu'il y a quelque chose de honteux par rapport à l'inceste. Ouais. Parce que, oui, il y a du monde puis j'encourage tout le monde à le faire, mais il y a du monde qui dénonce leur agresseur. Mais quand c'est quelqu'un de ta famille, il y a quelque chose d'encore pire. Il y a de quoi par rapport à l'inceste qui est tabou, qu'on parle pas, qu'on est comme arc, tu sais, on n'en discute pas. Mais c'est important, tabarouette, qu'on en parle puis qu'on mette pas ça tabou puis qu'on soit pas genre dégueulassé par ça parce que ça arrive beaucoup plus qu'on le pense. Ouais, au Québec, là, ouais. Ça arrive beaucoup plus qu'on le pense. C'est clair. C'est clair. Ça me fait peur. Puis je pense qu'il faut qu'on en parle parce que, tu sais, il y en a eu des vagues MeToo et j'espère qu'il va y en avoir tout le temps puis qu'on va recommencer à dévoiler des gens s'il y en a qui sont pas encore sortis puis qui mériteraient de sortir, tu sais, des grands noms du monde, n'importe qui. Faut qu'on dénonce, mais par rapport à l'inceste, c'est encore genre... C'est comme si... On le dira pas, c'est mon nom. C'est une tâche sur ta famille, puis un peu sur toi qui va te suivre après. Mais 2 agressions sur 5 par les membres de la famille, c'est beaucoup, là. Je veux dire, il faut qu'on commence à en parler, puis c'est ça. Je trouvais ça intéressant parce qu'elle dit, tu sais, des cas comme celui-là qui s'est passé en Australie, il y en a partout dans le monde, mais si les victimes... ils sont dans la honte totale puis qu'ils sont pas capables de le dévoiler à cause de à quel point c'est vu dans la société, ben ça ne va pas aider. Là. Ça va pas aider à ce qu'on signale des situations comme ça assez tôt puis à ce qu'on puisse arrêter d'autres familles comme ça. Puis même encore là, on sait pas si ça a fonctionné parce que il y a tellement de gens impliqués dans cette famille-là que, comme tu as dit, ben les majeurs, les personnes majeures là, qui ont dépassé leur... Ils peuvent décider ce qu'ils veulent. Ils retournent avec leur famille au pire. Personne ne va leur empêcher, tu comprends? Puis on a vu qu'on n'a même pas été capable de les arrêter pour rien, tu sais. Fait que
ça va toujours continuer. Fait qu'il faut qu'on enlève cette genre d'espèce de honte-là, puis qu'on le dise, qu'on en parle. Qu'on adresse Ça la arrive. situation. Ouais. C'est pas juste un cas qui s'est passé dans une famille en Australie, ça l'arrive partout dans le monde, au Québec, comme tu dis. En tout cas, je trouvais ça intéressant, puis c'est pour ça que j'étais comme, ben garde, oui, c'est dégueulasse, oui, c'est quelque chose de parler de ça, puis ça fait mal à entendre. Le monde ne veut pas entendre parler de ça, mais c'est important de le faire, je pense. Ayant grandi dans une famille isolée, où elles étaient manipulées et exploitées sexuellement par leurs proches masculins, toutes les femmes de cette famille-là n'ont en réalité jamais eu leur chance. Même Betty, là, je veux dire, elle a commencé à se faire agresser sexuellement, faut pas l'oublier, à 12 ans. Là. Oui, elle a été formatée par Tim, là. Ouais. Il y a aucune femme de cette famille-là, même pas June, qui a eu sa chance. Tout le monde l'a vécu, la maudite inceste. Et c'est fascinant, en tout cas. Aujourd'hui dispersée, cette famille, autrefois très unie, qui comptait peu d'amis en dehors de la famille, semble encore aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, socialement isolée de tous, sauf les uns des autres. 1000 kilomètres à l'ouest de l'ancien terrain familial, Betty et l'une de ses filles, Rylene, et 2 autres jeunes parents de sexe masculin de la famille Colt, qu'on ne sait pas c'est qui exactement, se sont installés dans une ferme à la périphérie d'une minuscule ville d'Australie méridionale, à plusieurs heures de route au nord d'Adélaïde. Une petite communauté isolée. Les 4 là, ils se sont installés là. Ça ressemble pas mal à la roue qui tourne, là. Oui. Il n'est pas surprenant qu'après sa détention, Betty soit retournée directement dans les bras aimants de sa famille. La matriarche a récemment publié sur Facebook une photo d'elle-même avec les 3 membres de sa famille avec qui elle habite, accompagnée d'un petit message en genre de police rose, mauve, holographique un peu, et c'est écrit « L'amour fait une famille. Love makes a family ». Oh my God! Depuis leur séparation par les autorités sanitaires et sociales, les membres de ce clan incestueux ont constitué à maintenir le contact via les réseaux sociaux, parfois à coups de petits cœurs, de messages empreints de nostalgie, de la belle époque. Nostalgie! D'après le New Zealand Herald, le journal, la famille était, selon certains de ses membres, fière de leur valeur familiale. Malgré les preuves génétiques et les efforts considérables déployés par la police de Nouvelle-Galles du Sud, aucun membre de la famille n'a été inculpé pour des faits d'inceste. Aucun. Jamais. Encore à ce jour. Cette réalité m'amène à me poser une question troublante. Comment une société peut-elle s'assurer que les générations futures ne reproduisent pas les mêmes genres de schémas destructeurs? Comment qu'on fait? Est-ce que c'est genre avec l'éducation? Est-ce que c'est avec la sensibilisation? Comme là, j'essaye un petit peu, I guess, d'en parler. Est-ce que, tu sais, c'est-tu en parlant? C'est-tu en nommant à quel point ça arrive? C'est-tu aussi en renforçant les services de protection à l'enfance contre ça? En même temps, Colin, on n'arrête pas de dire qu'il manque de monde dans ce métier-là, qu'il y a genre pas assez de travailleurs sociaux, que la DPJ déborde de cas, puis qu'ils n'ont pas assez de gens pour s'occuper de ces cas-là, puis ces gens-là sont en train de tomber en burn-out tellement, genre, ils voient des affaires dures à tous les jours, puis qu'ils sont pas assez pour gérer ça. Est-ce que c'est en faisant de la sensibilité, en essayant d'avoir le plus possible de gens qui, je sais pas, tu sais, en changeant la perception des gens par rapport au sujet, bref. C'est vraiment tough. Puis, après tout, ce que cette affaire révèle, les générations brisées, les enfants qui ont été déracinés de leur famille, les procès imparfaits qui nous laissent encore avec un espèce de goût amer dans la bouche. Hey, il est amer en maudit, le goût, là. Il est amer en tabarouette. Parce que cette histoire-là, elle se termine pas avec une vraie arrestation, ni avec un vrai jugement. Aucune closure. Aucune fin. Ça continue dans la vie de ces enfants-là qui deviennent tranquillement pas vite des adultes. Ça continue dans les silences qu'il y a dans le système de justice. Ça continue dans cette question qui nous dérange. Comment qu'on va pouvoir faire pour empêcher ça dans le futur? C'est important que l'on nomme les failles du système. C'est important que l'on nomme les failles dans tous les aspects qui ont un lien avec ça. Les failles que cette histoire nous oblige à regarder direct d'en face, dans le blanc des yeux. Parce que oui, dans cette histoire-là, le système, il a failli. Ces signaux-là, ils n'ont pas été vus, ils ont été manqués. Des enfants ont essayé de parler, ils n'ont pas été entendus souvent. Sauf qu'on ne peut pas changer le passé. Donc, ce qui est arrivé est malheureusement arrivé. Ce qui arrive encore aujourd'hui,
on peut pas changer ce qui est déjà arrivé, mais on peut essayer d'ouvrir les yeux pour essayer de changer Le ce qui futur. pourrait arriver par la suite. Oui, d'apprendre de ces erreurs-là, tu sais, puis de mettre des choses en place pour pas que ça se répète. Là, on a beaucoup de questions et de reproches, là, c'est sûr, mais tu sais, c'est facile de reprocher, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça, par où commencer? Parce que chaque histoire, là, a comme juste besoin de se faire entendre. Faut juste essayer d'écouter. Faut juste essayer de voir, de comprendre, d'être sensibilisé à ça. Qu'on enlève les tabous, qu'on en parle, qu'on se confie, qu'on écoute sans jugement aussi. En tout cas, bref. That was my story. What a story! Toute une histoire. What a story! Des gens en traduisant toute une histoire. Hey, mais j'ai rarement été autant fâchée pendant un épisode. À vous, hein? J'ai un peu peur de la réaction des auditeurs parce que j'ai eu une montée de lait, mes gars. Ben non, mais t'as eu une montée de lait, mais c'est parce que c'est normal. Je pense que n'importe qui va entendre ça, il va être outré. Là. Si les gens n'ont pas de montée de lait, je me questionne. Oui, c'est ça. Non, mais c'est important. Puis cet épisode-là, je sais pas qu'est-ce qu'il va donner. Je sais pas si la majorité d'entre vous vont l'écouter jusqu'ici. Est-ce qu'il y a encore du monde? Répondez-moi. Allô? Allô, m'entendez-vous? Êtes-vous toujours là? Est-ce qu'il y en a qui ont écouté mon épisode au complet? Je le sais pas. Parce que oui, ça fâche. Puis j'ai pas eu le choix de le dire en début d'épisode. Là. Ça se peut, là. Il y en a qui veulent arrêter ça là. Ben oui, ça serait normal aussi, là. Puis je comprends full. Je comprends les gens qui ont pas pu puis qui peuvent pas écouter ce genre de choses-là parce qu'ils sont eux-mêmes traumatisés ou qui peuvent pas, c'est trop lourd comme sujet, je comprends. Mais Colin, faut bien qu'on commence à en parler pour qu'on arrête, pour que ces gens-là, ils arrêtent d'être dans la honte puis qu'ils osent le dire. Puis qu'en le disant, on puisse plus prévenir. Puis c'est tellement genre un gros phénomène qu'il faut qu'il soit enclenché. Puis je pense qu'en ce moment, les plateformes de true crime qui parlent de ça, et ça l'enlève un tabou, là. Oui, puis il y en a de plus en plus, puis tant mieux. Puis même les gens qui n'écoutaient genre vraiment pas ça avant, genre ma mère, qu'elle a de la misère à écouter une nouvelle, là, tellement ça vient la chercher, puis là, elle écoute nos épisodes. C'est important parce que là, on est en train de rejoindre de plus en plus de monde qui ne s'intéressait pas à ça, mais qui là, entendent nos propos. Ben tabarouette, essayons de faire quelque chose de bien avec ça, genre d'allumer au moins les yeux, d'allumer quelqu'un, OK. D'allumer. De réveiller? De réveiller certaines personnes, en tout cas. Je sais qu'on va sûrement pas changer le monde, là. Je suis pas nounoune non plus, mais juste qu'on est capable d'avoir une nice communauté puis d'en parler avec vous puis de peut-être réveiller 1 ou 2, 3 personnes, ça fait mon bonheur. Je suis comme, ben oui, c'est important. Hey, mais merci pour cet épisode de rocambolesque. Oui, ben écoute, plaisir, pas plaisir. Et merci à vous d'être restés jusqu'à la fin si vous l'avez pu. Oui, tellement. Et n'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nos nombres d'abonnés explosent en flèche, c'est fou. Oui, c'est malade. Merci tout le monde. C'est le fun qu'on soit de plus en plus. Oui, vraiment. Je suis contente qu'après tout ce temps-là, il y a encore du monde qui nous découvre, puis il y a du monde qui nous écrive pour nous dire qu'ils ont commencé la semaine passée à nous écouter, puis que là, ils sont déjà rendus à jour. Puis je suis contente que genre ça continue, puis merci à ceux aussi qui sont là depuis le début, là, puis qui sont toujours là. On va jamais arrêter de vous remercier. Ça n'a pas de bon sens. Plein d'amour. Oui, plein d'amour. Plein d'amour aussi à ceux qui peuvent se permettre de rejoindre notre Patreon. Un gros merci. On a aussi une explosion d'abonnés aussi sur Patreon. Oui. Merci tellement. Vous faites toute la différence. Ça nous encourage, ça nous permet de faire ce qu'on fait. 100%. Puis sinon, quelque chose qui nous aide puis qui est gratuit, c'est de donner 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Oui. C'est juste en bas, vous cliquez sur crème glacée, puis après ça, en bas, vous pouvez donner une note. 5 étoiles idéalement, mais sinon on comprend, hein, soyez honnête. Mais un gros merci. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour mon épisode. Oui. Fait que je sais pas si ça va être mieux, peut-être un petit peu plus léger. Oui. Okay. Pas léger, là, mais ça va être moins dégueulassement épouvantable. C'est bien dit. Fait que merci pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. Je vous aime. Gros bisous. Sans rancune aux autres. Et on se parle la semaine prochaine. Bye bye!